Merci d'être avec nous sur RCJ pour une émission tout à fait exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans nos studios habituels. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire avec Beat et Serge Klarsfeld. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir chez vous pour parler de ce colloque, Les mères dans la Shoah, qui va avoir lieu le 15 octobre prochain en la Maison d'Isieux. J'ai à mes côtés Nathalie Zach. Bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes maître de conférences en psychologie, responsable du service dédié aux survivants de la Shoah du centre Georges de Véreux. Et Simon Pintel. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes psychologue et psychanalyste et vous êtes, je crois, à l'origine de ce colloque. Alors d'abord, Nathalie Zach, on va parler évidemment de ce colloque, les mères dans la Shoah, du traumatisme des mamans victimes de génocide et de violences politiques. C'est l'intitulé également du colloque. Et puis ensuite, avec Beat et Serge Klarsfeld, nous parlerons de transmission de mémoire et de leur grand combat. D'abord, Nathalie Zach, ce colloque, pourquoi un tel colloque? Est-ce qu'il y avait déjà une telle réflexion? Ce sont essentiellement des psys et des historiens qui vont se retrouver le 15 octobre dans ce lieu si symbolique de la Maison d'Isieux. Alors oui, on a maintenant, aujourd'hui on connaît, grâce notamment au Klarsfeld, mais aussi à d'autres historiens, on commence à bien connaître ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé pendant la Shoah, de façon générale pour les Juifs. On connaît bien les faits historiques, on connaît moins bien ce qui s'est passé de façon, j'aimerais dire, psychologique, c'est-à-dire comment les personnes ont vécu ce qu'elles ont vécu. Et là, l'idée, c'était finalement de réunir à la fois des psys, mais aussi des historiens, mais aussi des juristes, enfin des personnes capables de se mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qu'avaient vécu alors un certain type de juifs, c'est-à-dire les mamans, pendant la Shoah, en fonction de leur âge, de qui elles étaient, du type de famille qu'elles avaient construite, où elles en étaient dans leur vie de femme et de mère, et puis aussi comment elles ont réagi en fait, comment elles ont réagi dans la situation et comment elles ont réagi par rapport avec leurs enfants. Et donc on a plusieurs cas de figure et on va s'intéresser à cette situation dramatique et en même temps on va essayer de voir de façon précise les femmes qui étaient déjà mères, d'autres qui étaient enceintes, d'autres qui ont été déportées avec leurs enfants, d'autres qui ont tout de suite compris qu'il fallait placer les enfants, enfin tous les cas de figure possibles. Alors ce colloque va être un colloque où on va parler de femmes et de situations très précises et il va se passer à Isieux, à la Maison d'Isieux. Mm-hmm. Et puis, où les mamans, justement, les parents, avaient envoyé leurs enfants, ou avaient fait en sorte de placer leurs enfants pour qu'ils soient en sécurité. Et c'est un colloque qui est à l'initiative, le thème « Les mères dans la Shoah », c'est à l'initiative de Simon Pintel, qui est psychologue, tout comme moi, et peut-être qu'il peut nous dire... Alors, vous allez nous raconter, Simon, évidemment, pourquoi ce colloque, et vous allez évidemment nous parler de votre père et de votre grand-mère. Votre père était l'un des enfants de la Maison d'Isieux. Oui, c'est un enfant qui a passé quelques mois de novembre à fin janvier 1944, arrivé en novembre 1943, à Isieux. Sa mère ayant décidé, elle a fait partie de ces mères qui n'ont jamais voulu se séparer de leurs enfants. Enfin, de son fils, elle n'en avait qu'un seul à l'époque. Et elle fuit Elle fuit les persécutions en se retrouvant à Annecy, qui était en zone italienne fin 43, enfin dans les années 43. Et elle pense être en sécurité là-bas. Elle se retrouve dans un hôtel, mais qui n'est pas un hôtel, c'est un centre d'hébergement où Vichy est au courant de qui y est. Et quand les Italiens se retirent de la région, les nazis arrivent et tout de suite ils arrêtent et elle se fait arrêter par la Gestapo dans l'hôtel. Et quand elle voit la Gestapo arriver, elle dit à mon père: je ne suis plus ta mère, tu vas te réfugier dans les bras de cette femme française. Elle ne lui dit pas comme ça, mais il comprend très bien que c'est ce qu'il doit faire. Il avait quel âge, votre père ? Il avait 6 ans. Et à ce moment-là, cette femme française se retrouve avec 2 enfants. Ma grand-mère est déportée immédiatement. Et cette femme ne sait pas quoi faire de ces 2 enfants. Elle va les emmener à Lauzé. On ne sait pas très bien par quel moyen elle le fait, mais enfin, ils se retrouvent à Lauzé, à Chambéry.
Et Miron Zlatin va venir le chercher à vélo avec sa carriole, ainsi que son petit copain, comme il aime à le dire, Marcel Greenblatt. Et ils vont se retrouver à Isieux. Voilà. Et ensuite? Ensuite, il y passe 3 mois. Sa mère avait cet énorme privilège d'être une femme de soldat étranger pour le compte de la France. Donc elle n'a pas été déportée tout de suite. Elle est restée à Drancy. Elle a même travaillé chez Lévitan, qui avait des entrepôts où elle s'occupait de faire le tri des biens qui étaient spoliés aux Juifs. Et elle a réussi à faire passer un petit message à ses voisins de palier, qui habitaient rue Yves Toudic dans le 11e, près de la place de la République, en leur disant « Il faut retrouver mon fils, il est quelque part du côté d'Annecy ». Et cette femme, qui était mère aussi, française, absolument pas juive, est partie à la recherche de mon père et l'a retrouvé. Il n'était pas du tout à Annecy, il était à Isieux, qui est quand on connaît Isieux, on sait que c'est vraiment au bout du monde, et pour le trouver c'est très compliqué. Et elle l'a ramené donc fin janvier 1944, et il a fini la guerre dans cette famille française. C'est incroyable. Serge Klarsfeld, il y a eu beaucoup d'enfants, comme le père de Simon, qui ont pu être sauvés d'Isieux. D'Isieux même. Oui. C'est Écoutez, un des très moi rares je me exemples. suis intéressé avant tout aux enfants qui ont été perdus, plus qu'aux enfants qui ont été sauvés, laissant aux autres le soin de travailler sur ce sujet. Et donc, il y a une petite proportion. Hein, ceux qui étaient là en 1943 et qui ont quitté pour des raisons diverses, parce qu'ils étaient trop âgés ou parce que quelqu'un les a récupérés et qui ont pu quitter Isieux à temps. Mais enfin, c'était pas une question de prescience, c'était une question de circonstance qui fait que certains ont survécu, puis d'autres, les 44 qui étaient là, à ce moment-là, au mauvais moment, ont péri, quoi. Mais il faut, bien entendu, tenir compte dans le bilan de la maison d'Isieux du nombre d'enfants qui ont été sauvés et du nombre d'enfants qui ont été perdus. C'est-à-dire qu'il fallait dissoudre. Et d'ailleurs, les organisations officielles avaient demandé à Madame Zlatin et à Monsieur Zlatin de dissoudre la maison parce que ils avaient aussi appris que le docteur Bendriem, qui habitait à Belley, avait été arrêté et que donc ça se rapprochait puisque les Allemands avaient pris la place des Italiens. Mais dissoudre, c'était difficile parce que c'était une sorte d'unité, et cette maison d'Isieux, c'était détruire un univers. Et il fallait aussi trouver où mettre les enfants. Et Madame Zlatin était partie à Montpellier et pour trouver, disons, un autre centre où diriger les enfants. Mais malheureusement, c'est pendant son voyage que la rafle est intervenue et que lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé, disons, les tasses du petit déjeuner, mais les enfants n'étaient plus là, ni le personnel, quoi, ni son mari. Serge Klarsfeld, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette histoire de la maison d'Isieux, dans l'histoire de la Shoah? C'est une histoire particulière. Si on regarde le domaine de l'extermination des enfants juifs pendant la guerre, il est évident qu'il y a deux pôles. Il y a la rafle du Veldiv, 4000 enfants arrêtés par la police française à la demande des Allemands et sur ordre du gouvernement de l'État français, 4000, et de l'autre côté 100 fois moins, 44 enfants. Et
La rafle du Veldiv exprime la complicité du gouvernement de Vichy, parce que les Allemands ne pouvaient pas faire la rafle si la police française ne l'avait pas opérée elle-même. Et la rafle d'Isieux exprime le fanatisme des Allemands en 1944, quand ils sont en train de perdre la guerre, et que eux-mêmes arrêtent. Et quand ils arrêtent tout un centre, tous les enfants meurent, et donc c'est l'expression du fanatisme de la Gestapo, parce que Klaus Barbie allait déclencher le lendemain même une grande opération contre les maquis du Jura, et que, au fond, c'était absolument pas indispensable cette rafle. Et il l'a opérée. Il l'a opérée quand même, cette rafle, parce qu'il voulait. Il y avait la volonté de tuer les enfants juifs. La volonté de tuer les enfants juifs n'existait pas chez les policiers français de 1942. Ils ont obéi aux ordres, mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais lui, Klaus Barbie et toute son équipe savaient très bien que les enfants allaient mourir une fois qu'ils seraient déportés. Donc voilà, disons pourquoi la rafle d'Isieux est une sorte de symbole du fanatisme allemand, et c'est pourquoi elle a été citée au procès de Nuremberg, où a été produit le document signé par Klaus Barbie, annonçant la liquidation de ce centre. Alors on reviendra tout à l'heure avec Beat et vous sur ces grands procès. On va revenir au colloque. Je voulais que vous nous racontiez, Simon Pintel, la manière dont votre père vous a raconté, ou pas, son parcours. Là, vous nous l'avez succinctement raconté au début d'émission. Comment est-ce que vous avez appris tout ça ? Et une question un petit peu plus personnelle, là c'est moi qui vais faire la psy, vous n'êtes pas devenu psy j'imagine par hasard, à vous pencher sur toutes ces questions-là. Quel rôle ça a joué dans votre enfance et dans votre construction ? Alors pour mon père c'est l'histoire d'un refoulement, parce que cette histoire-là on l'a pas connue jusqu'à 1987 quand le procès Barbie a lieu. La seule chose un peu palpable, c'est qu'il y avait une sorte d'interdit à la maison, nous n'allions pas, mon frère et moi, en colonie. Ça, mon père avait très mal vécu cette terrible mésaventure de la guerre, donc on n'allait pas en colonie. Il savait que c'était dans la région d'Annecy, mais il n'en savait pas plus que ça. Et quand au journal télévisé, on voit une des premières manifestations filmées à Isieux, il reconnaît les lieux et donc il va y retourner. Isieux est dans un hameau, il y a une petite ferme à côté. Il rencontre Marie Perticose, dont la famille était là le jour de la rafle. Elle était pas née encore à ce moment-là. Et elle lui dit, mais il y a des survivants, il y a notamment Sabina Zlatin qui vit à Paris, et je l'appelle et elle vous contactera. Donc c'est comme ça que l'histoire revient dans la famille. Mon père rencontre Sabina Zlatin à Paris, ça prend un petit peu de temps. Et puis, après le procès Barbie, l'association donc est créée, la maison est en vente, elle doit être achetée, un projet de mémorial et de musée, au départ c'est un musée et puis un mémorial, se fait jour, et Madame Zlatin a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire l'inventaire des documents qu'elle a récupérés après la rafle, notamment les dessins et les lettres des enfants et tout un tas de documents administratifs. Et elle sollicite mon père, qui à l'époque devient secrétaire de l'association, puisqu'elle connaît un peu comment est fait notre famille, elle sait que je suis étudiant à l'époque, et donc elle me propose ce travail. Donc 2 fois par semaine pendant un peu plus d'1 an, je fais l'inventaire avec elle des documents que je découvre, et c'est comme ça que cette histoire est plutôt transmise, quoi, à travers les dessins des enfants. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et je ne vous parlerai pas trop de ma vie privée parce que je trouve que ce n'est pas tellement le lieu, mais il y a, quand la maison est ouverte, pour ceux qui l'ont visitée, elle est vide. C'est l'espace, la présence des enfants se fait par le vide, quelques photos, c'est très très succinct. Et il y avait une petite pièce au départ qui s'appelait les Voix d'Isieux.
Et il y avait comme ça des enregistrements qui étaient pris, soit d'interviews, soit d'extraits du procès Barbie. Et ça résonnait dans cette maison. Quand on rentrait, on entendait ces voix qui résonnent. Donc il y a la voix de Sabine Zlatin au procès Barbie pour corroborer tout à fait ce que disait Serge, où elle dit mais les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistantes, c'était des maquisards? Pas du tout, c'était des innocents, en s'adressant à la défense de Barbie qui lui disait qu'il cherchait les résistants. Donc cette voix résonnait. Et puis il y avait une voix que j'ai entendue bien plus tard sur YouTube. La voix d'Ita Alonbrunner, qui n'était pas présente. L'enregistrement n'était pas diffusé à la maison, où elle intervient très peu, mais elle crie, c'est un cri, en disant mais qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour une mère que ses enfants? Il n'y a pas plus cher. Et cette voix m'a hanté longtemps, et je me suis demandé ce qu'on allait pouvoir en faire quand même de cette voix-là, parce que c'est... Alors le mot, il est très galvaudé, on l'utilise beaucoup en ce moment, le trauma. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit, quoi. C'est-à-dire que cette mère, elle a vécu avec cette tragédie toute sa vie. Et je me suis demandé, moi, en tant que psy et psychanalyste, on travaille beaucoup dans l'alcôve du cabinet, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour elle? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? En tout cas, après la guerre, rien n'avait été fait. Il y avait une chape de ciment, il ne fallait pas en parler. Tout le monde se retenait, les gens ne voulaient pas écouter. Et puis voilà, on n'allait pas consulter les psys à ce moment-là. Ce qu'on a pu faire pour elle, Nathalie Zage, c'est fondamental. La question que pose Simon Pintel, évidemment, de nos jours et depuis quelques années, il y a tout ce qui est psy. Ce qu'on a pu faire pour elle aussi, vous le disiez tout à l'heure hors antenne quand on a commencé à parler avec Béat et Serge, c'est les procès. Évidemment, c'est les grands procès dont on va parler. C'est ça aussi qu'on a pu faire pour elle. Mais est-ce que, le mot n'est peut-être pas approprié, est-ce que c'était suffisant ou est-ce que de toutes les manières, rien? Alors, non, mais d'un point de vue psy, Serge, oui, on disait tout à l'heure que Béat, on a le psy et les historiens. Béat et Serge, en tant que militants, en tant qu'historiens, en tant qu'avocats, ont eu des effets psychologiques et psychothérapeutiques sur les orphelins et les survivants. Mais par rapport à ce qu'on évoque là, et ce dont au colloque on va parler, au fond, c'est vrai que les procès ont eu un effet, mais des fois ils ont eu un effet psychologiquement, je veux dire, comment dire, complexe. Même des fois, ils ont réveillé, en fait, ils ont aussi réveillé des souffrances. Le colloque, là, ça va s'intéresser aux mamans, quoi. Qu'est-ce que c'était que d'être une mère pendant la Shoah? Comment on prenait des décisions? Quel type de décision on prenait par rapport aux enfants? Et on va évoquer des situations très précises. Et puis, on va aussi... situation précise, par exemple, un exemple, les mamans résistantes. Il n'y en a pas eu énormément par rapport à la majorité des mamans juives en France, en tout cas pendant la guerre. La plupart n'étaient pas résistantes, elles n'ont pas compris ce qui se passait, elles ont été terrorisées, elles ont été effrayées, elles ont compris qu'il se passait des choses dangereuses, mais elles ne savaient pas. Mais il y a eu quelques mamans qui étaient résistantes et qui ont assez vite compris, d'abord pour faire la guerre, avoir un enfant dans les bras ou avec soi, c'est pas pratique. Il y en a qui ont placé leurs enfants tout de suite grâce à leur réseau justement de résistance. J'en connais qui ont placé leur enfant en Savoie, dans un village où elles savaient qu'il y avait des résistants. Et je voulais, par exemple, aujourd'hui évoquer le cas de cette maman, cette jeune femme juive mariée avec un bébé, qui a un bébé en 1941, la petite Michelle, née en 1941 à Paris. Elle prend son bébé, son mari se fait arrêter, elle prend son bébé, elle part en zone sud, elle se met en fait, elle rentre dans un réseau de résistance, elle utilise son landau, elle est dans un village, et elle utilise son landau pour planquer et pour communiquer des tracts, des papiers, etc. Et à un moment donné, le réseau lui dit, écoute, là... ça devient compliqué, il faut que tu places l'enfant, enfin, il faut que tu te sépares de ton bébé. Et voici comment ça s'organise. Elle l'amène, ce qui est prévu, c'est qu'elle amène son bébé, la petite Michelle, qui a quelques mois, quoi, chez le médecin. Elle va dans la salle d'attente du médecin du village qui fait partie du réseau, et pour que, au cas où elle serait arrêtée, cette résistante,
au cas où elle serait torturée, qu'elle ne puisse pas dire où est son enfant. La mission, c'est elle dépose le bébé dans le landau dans la salle d'attente, elle sort de la salle d'attente et le médecin va récupérer le bébé et va placer cet enfant. Et alors, l'histoire, c'est que l'enfant va être placé et sauvé, la maman résistante va être sauvée, au lendemain de la guerre, elle retrouve son mari qui va sortir, qui était prisonnier, et donc, mais ils n'auront plus d'enfants. Qu'est-ce que Michel, le bébé que j'ai rencontré en 2010, donc elle avait déjà un certain nombre d'années, m'a raconté que sa mère a eu un tel choc. Elle a fait ce qu'elle devait faire, mais elle est sortie de la salle d'attente du village. Là. Elle a continué à faire de la résistance, mais elle a eu un tel choc ce jour-là qu'elle elle avait une trentaine d'années, elle n'a plus jamais eu ses règles. Donc elle a eu une ménopause précoce en quelque sorte. Donc voilà l'exemple d'une femme, voilà une manière d'avoir été maman et puis d'avoir réagi. Maintenant, il y a la plupart des autres mamans dont on entend parler, qui ont placé leur enfant ou pas placé leur enfant. Enfin, c'est des situations beaucoup plus, on va dire, qui se sont révélées beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus complexes. Alors, on va en parler. Oui, mais vous avez dit, par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour Madame Allot-Brenner. Oui. Les circonstances ont imposé. Elles étaient survivantes, mais elles avaient aussi des enfants survivants, donc il fallait se battre pour les faire vivre. Et c'était la meilleure thérapeutique. C'était la meilleure des réponses. C'était de se battre pour faire vivre leurs enfants survivants. Madame Allot-Brenner a perdu 3 enfants, mais elle avait gardé 2 autres enfants, Monique et Alexandre, et puis Madame Benguigui avait Yvette, et donc elles se sont battues, et elles les ont fait vivre, elles leur ont donné une éducation, etc. Donc c'était, pour beaucoup de mères survivantes, c'était... Si elles avaient des enfants, c'était vraiment une mission à accomplir. Voilà. Oui, je voulais juste aller dans le sens de ce que dit Serge, c'est-à-dire que la plupart des mamans que nous avons rencontrées... On va en parler avec Béate aussi, oui. Oui, et puis aussi les enfants dont les mères sont revenues de déportation, ou les enfants qui sont nés après-guerre de mamans qui ont perdu leurs enfants, nés avant-guerre, la plupart, finalement, ont été des mamans qui, à la fois, on va dire, avaient une espèce de double psychisme. Elles étaient à la fois, elles ont assuré complètement leur existence de maman, elles ont élevé leurs enfants, elles ont travaillé, elles ont été femmes, elles ont refait des enfants, et puis en même temps, une partie d'elles était quand même préoccupée, occupée à justement... chercher à garder le souvenir, en tout cas, et marqué par cette terrible trauma, cette terrible souffrance d'avoir perdu les enfants. Ce qui m'a saisi en 1987, pour ces femmes, c'est que 43 ans après, quand elles évoquent ce qui s'est passé, le cri est intense. Moi, ce qui me revient toujours quand je parle des voix du Dieu, c'est le cri, quand même. Et la question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'il y a un moyen d'apaiser un peu ce cri, qui est la représentation de la douleur immense, ou pas? J'en sais rien, j'ai pas de réponse directe là-dessus. Nous avons fait notre possible pour apaiser. On avait promis au maire d'Isieux de faire notre possible pour faire juger Klaus Barbie. Nous leur avons promis, elles ont inauguré le mémorial de Roglit en Israël, notre mémorial qu'on a bâti en 1981, donc 25 ans avant le mémorial de Paris, avec tous les noms, prénoms, etc., date et lieu de naissance, adresse d'arrestation, un mémorial à lecture historique, alors que le mémorial de Paris, c'est un acte
pour montrer l'étendue du désastre, mais il y a un nom, un prénom et un âge ou une année une année de naissance. Mais il n'y a pas d'identification, tandis que tout ce que nous construisons, nous, a une lecture historique véritable. Ben, elles ont inauguré le mémorial, elles ont fait campagne avec Béate, On va parler avec Béate. Ouais. et elles ont attendu le plus longtemps possible. Et je me souviens que Madame Allon-Brenner, le 5 février 1983, était à notre mémorial de Roglitz qu'elle avait dévoilé, et c'est là qu'elle a appris que le jour même, l'expulsion de Barbie et son retour en France. Incroyable. Donc elles ont eu des satisfactions par rapport à leur histoire personnelle. Et le procès, elles l'ont attendu, elles ont survécu jusqu'au procès. S'il n'y avait pas eu toute cette histoire, elles seraient mortes certainement avant. Et elles sont mortes quasi immédiatement après le procès. Ouais. Ça, c'est très fort. Les trois témoins de Dizieux, c'est-à-dire Madame Allon-Brenner, Madame Benguigui et Léa Feldblum, sont mortes en 88, dans l'année 88, début 89. Alors, on va juste marquer une petite pause sur RCJ. On se retrouve juste après avec nos invités Béate et Serge Klarsfeld, Nathalie Zage et Simon Pintel. On parle du colloque Les Mères dans la Shoah qui aura lieu à la Maison d'Izieux le 15 octobre. De retour sur RCJ avec nos invités exceptionnels ce matin en direct de leur maison, remplie de livres, Béate et Serge Klarsfeld, à mes côtés toujours Nathalie Zage et Simon Pintel. On évoquait juste avant, Béate Klarsfeld, Serge évoquait la mémoire de ses mamans, d'enfants d'Izieux qui se sont battus avec vous, à vos côtés, pour arriver jusqu'à ce procès, au procès de Klaus Barbie, et qui sont décédés quelque temps après. Je voulais que vous qui les avez accompagnés, Béate, et qui êtes une maman, évidemment, vous-même, je voulais que vous nous racontiez le rapport que vous avez eu avec elle, avec Fortuné, avec Ita, et également le cas particulier de la maman du petit Georgie. Bah écoutez, en tant qu'Allemande, je dois dire que c'était extraordinaire. J'ai trouvé 2 mamans juives qui avaient perdu les enfants. Ils étaient les seuls qui sont battus. Il y a Madame Benguigui qui était venue avec Munich justement pour ouvrir l'instruction contre Klaus Barbie. Et Madame Allon-Brenner, qui avait quand même déjà plus que 60 ans, est venue d'abord à Lima et à La Paz pour demander l'extradition à l'époque de Klaus Barbie en France. Donc, c'était des mamans quand même qui sont engagées. C'était incroyable, vrai. J'ai demandé pour la Benguigui, on était allé à Munich, il y avait une délégation. On était venu, justement, on a ramassé l'argent à Lyon pour faire un avion pour aller à Munich et demander et voir le procureur qui avait fermé l'extraction contre Klaus Barbie. Et puis, la délégation partie, ils ont vu gentiment le procureur qui a dit « Je vais voir ce que je peux faire ». Et alors là, je dis, Madame Benguigui, on ne repart pas avec la délégation, on reste. On a pris une nuit d'hôtel, on est là le matin, on était devant la porte du tribunal avec des pancartes. Madame Benguigui avait montré ses enfants en disant, il faut juger Klaus Barbie. C'était quand même incroyable. Là, une maman, on avait trouvé une boîte, on était assis dessus, les journalistes arrivaient. Mais c'était quand même cet engagement extraordinaire, oui, c'était des enfants. Et puis, je crois que on a reçu même une lettre de la sœur de leur sœur de Jean Moulin qui m'a dit merci vous deux de vous être engagés pour ça. Et puis pour Madame Allon-Brenner, mais bien sûr après il fallait, on a obtenu donc, on savait que Klaus Barbie sous le nom Altmann sera en Bolivie. Et puis là aussi, Madame Allon-Brenner, j'ai dit vous venez avec moi. Et puis elle était engagée aussi. Vous voyez, on est allé, on a passé quand même 18 jours à La Paz. On a vu le procureur, on a le juge de l'instruction, on a manifesté aussi. On s'est acheté dans un magasin d'échelles, on s'est enchaîné devant le bureau de Klaus Barbie sur la Grande Allée en disant expulser Klaus Barbie.
Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est la seule fois que des mères juives, dont les enfants étaient déportés, s'engagent dans une action vraiment aussi dangereuse quand même. Bien sûr. Donc, on a réussi quand même. Je crois qu'on a apporté beaucoup, ces mamans ont apporté beaucoup pour l'expulsion un jour de Klaus Barbie. Est-ce que vous avez réussi à obtenir la maman du petit Georgie, elle? Ben, je l'ai rencontrée encore en Israël, à Haïfa. Et puis, elles m'ont parlé aussi, je sais, vous voyez, de toutes les annonces qu'ils ont fait jusqu'à la fin de leur vie. Ils cherchaient pendant toutes les Croix-Rouges, etc., pour savoir s'il y a encore cet enfant, Georgie, est quelque part. Et puis, elle n'a jamais admis que... Elle n'a jamais admis, je dis, ils ne croyaient pas, et cherchaient avec l'espoir. Ils sont morts aussi, je crois, juste avant le procès à Klaus Barbie. Mais c'était pour eux aussi quelque chose, je dis, on a eu aussi la chance d'avoir dans toutes les lettres, de trouver tous les documents de Klaus Barbie. Après, finalement, c'est comme à Londres, chez quelqu'un, mais enfin, c'est grâce à eux aussi qu'ils avaient gardé tous les documents, moi. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, Beat et Serge Klarsfeld, quand il y a ce coup de fil ou ce papier, je ne sais pas, vous allez me le dire, disant que ça y est, Klaus Barbie va être expulsé et jugé? On était au courant de tout. Mais le moment décisif où on vous dit ça y est, on l'expulse, on va le juger. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On n'a pas appris, si vous voulez, qu'il était expulsé. On était dans l'action même, en relation avec nos amis, celui qui l'a mis dans l'arrêté, celui qui l'a sorti de prison, celui qui l'a mis dans l'avion, c'est celui qu'on avait fait venir à Paris en 1972, que j'ai retrouvé dans la cordillère des Andes, lorsqu'on a voulu le kidnapper Barbie. C'est une histoire de plus de 10 ans qui se terminait positivement, et qui se terminait positivement parce que Beat avait pu convaincre les opposants boliviens et l'opinion publique bolivienne que Barbie n'était pas un criminel politique qui avait tué des opposants, mais qu'il avait tué effectivement des enfants, etc. Et donc de mettre Barbie un peu à part parce que en Amérique du Sud, les opposants qui quittent un pays pour aller dans un autre pays d'Amérique du Sud sont protégés en général parce qu'on les considère comme des réfugiés politiques, et Barbie n'était pas considéré comme un réfugié politique, mais vraiment comme un criminel contre l'humanité. Et donc, nous, on a eu un soulagement immense, parce que on était engagés, on a risqué notre vie, on a eu des attentats, on a mis des amis en danger de mort également. C'est une histoire très compliquée, vous savez. Ça se passe pas comme une opération officielle, etc. C'était vraiment un travail très dur et un engagement au terme duquel il y avait obligatoirement un vainqueur et un vaincu. Mais vous n'auriez pas lâché de toutes les façons. Si on avait échoué, bien entendu, on aurait été marqué. Et heureusement, on a réussi. Donc, on était soulagés. Je ne peux pas dire qu'on était heureux. Non. On était soulagés. Voilà. Beat Klarsfeld, est-ce que ce que vous avez, ces mères que vous avez côtoyées pendant ces années, avec qui vous vous êtes battus, est-ce que ça a changé, vous, votre vision d'être maman, la maman que vous avez été pour Arnaud et pour votre fille? Est-ce que ce combat de ces mères, est-ce qu'au quotidien, dans votre expérience de mère, vous vous en êtes servi, ou est-ce que justement vous avez laissé ça à part pour élever vos enfants? J'avais la chance d'avoir une belle-mère extraordinaire. Donc, quand je partais en Amérique du Sud ou quelque part, j'étais arrêtée, etc., c'était elle qui est restée d'abord avec Arnaud. Et puis, c'était ça quand même, parce que, bien lui, la famille avait peur quand je partais pour d'autres actions. Donc, je sais très bien,
ma belle-mère avait peur, mais elle m'aimait beaucoup. Et là, ça, c'est une belle-mère qui était extraordinaire, qui savait l'allemand parce qu'elle a fait des études en allemand. Quand on a rencontré la première fois ma mère, il parlait en allemand. Donc, c'est ça, voilà. Et puis, elle savait très bien pourquoi elle doit avoir peur, parce qu'elle savait très bien ce que nous faisons, Serge et moi. Et c'était quelque chose, là aussi, elle a coopéré beaucoup, beaucoup. Il y avait de quoi avoir peur. Justement, puisqu'on parle des mères dans la Shoah, à l'occasion de ce colloque qui aura lieu, je le rappelle, à la Maison d'Isieux, je voulais que vous nous disiez un petit mot, l'un et l'autre, Beat et Serge Klarsfeld, sur vos mamans, puisque vous parlez souvent, Serge, on vous a souvent entendu évoquer la mémoire de votre père, peut-être moins de votre mère, Raïssa. Qu'est-ce qu'elle avait d'exceptionnel, votre mère, Serge Klarsfeld? D'abord, c'était ma mère. Hein. Je l'attendais, cette réponse. C'est-à-dire, Serge est oedipien comme tous les enfants. Comme toutes les mères dont le mari a disparu brutalement, elle était en charge de 2 enfants dans une ville où la Gestapo, la police française n'arrêtait pas. Mais la Gestapo arrêtait et menait des rafles qui ont été les plus dures de toute l'Europe occidentale à Nice, parce qu'il y avait beaucoup de juifs à Nice, et qu'il y avait une petite équipe de la Gestapo qui arrêtait sans arrêt. Mais la petite équipe de la Gestapo a obtenu des résultats beaucoup moins importants que si la police française avait opéré en une nuit. Elle aurait arrêté beaucoup plus de juifs que la police allemande, mais Vichy n'avait plus donné d'ordre de rafle massive pour la police française, et donc la police française est restée passive. La Gestapo, elle, était terrible, et donc pendant 4 mois, il a fallu tous les jours échapper aux rafles qui avaient lieu dans la rue, qui avaient lieu la nuit dans les maisons où des juifs étaient signalés. Et donc ma mère nous a sauvés. Et après la guerre, elle qui était habituée à une vie bourgeoise, a eu une vie difficile parce qu'on était pauvres. Donc elle était formidable. Et elle a été formidable quand nous avons mené toutes ces opérations avec Beat dans sa campagne contre le chancelier allemand. Eh bien, Beat devait partir. Une femme, quand elle a des enfants, on avait un enfant, c'était très difficile, impossible même. Alors, ma mère a accepté qu'on déménage avec ma sœur, qui avait aussi un enfant et son mari, dans un grand appartement à Passy, qui est devenu un kibbutz. Nous payons 2/5 des frais. Ma sœur payait et son mari 2/5 des frais. Et ma mère 1/5 des frais. Et on avait 2 filles au père et on avait une femme de ménage. Ça nous permettait à Beat de partir et d'être libre, alors que sinon on n'aurait jamais pu mener ces combats. Il a fallu donc une solidarité familiale et ma mère a joué un grand rôle parce qu'elle a accepté. Elle avait peur pour nous, elle avait raison, puisqu'il y a eu des attentats où elle aurait pu elle-même mourir à la bombe, au colis piégé, etc. Et elle s'inquiétait pour nous, ses enfants, et elle s'inquiétait aussi pour les petits-enfants, pour ses petits-enfants. Donc, elle a eu beaucoup de mérite, et donc elle a été exceptionnelle comme beaucoup de mères. Et comme vous, Beat et votre mère, un mot sur Hélène, je crois. Hélène, oui, mon père était appelé à la guerre très tôt, donc je restais avec ma mère à Berlin. Donc l'appartement était bombardé. Alors c'était ma mère qui essayait de trouver où aller. Donc on allait un peu partout chez des parents. Elle était même allée en Pologne, à Łódź, parce que
une tante avait un mari qui était nazi, qui était justement sur place à Lodz. Donc, elle était on était ensemble, d'ailleurs, c'était ça. Il fallait essayer de sauver. Mon père venait de temps en temps en vacances pour nous voir. Il avait aussi la chance de ne pas être envoyé en Russie. Il était tombé malade. Il finissait justement la guerre dans un bureau de la Wehrmacht, arrêté par les Britanniques, relâché aussi rapidement. Donc, il nous a rejoints à un des endroits où on s'était réfugié pendant la guerre. Mais après, je vous dis, toutes les actions politiques, là, elle n'était plus tout à fait, parce qu'elle faisait partie des Allemands qui regrettaient qu'ils avaient perdu la guerre. Il y avait aussi c'était très difficile de vivre à Berlin. Mais après, quand elle a rencontré la première fois ma belle-mère, alors là, c'était changé. C'était des femmes qui, voilà. À quel moment, Beat Klarsfeld, vous vous êtes rendu compte, dans votre enfance, dans votre adolescence, ou alors en rencontrant Serge, à quel moment vous vous êtes rendu compte de ce qu'avait fait l'Allemagne nazie? C'était surtout pas tellement en Allemagne, parce qu'à l'époque, à l'école, les professeurs n'en parlaient pas du tout. Et c'était surtout quand je suis venue en France, j'ai rencontré Serge, il m'a parlé justement de sa famille, son père était déporté, gazé à Auschwitz. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Allemagne, donc voilà. Et puis là, écoutez, il y a des occasions qui sont venues, justement, l'affaire Kissinger, j'ai commencé à m'engager. J'ai aussi rencontré Willy Brandt, qui était maire à l'époque à Berlin, donc j'ai lu beaucoup. J'ai pris l'exemple de Hans-Sophie Scholz. Et puis aussi, Serge m'a dit, écoute, Beate, tu dois être une bonne Allemande, et une bonne Allemande ne regrette pas ce que son peuple a fait, mais tu t'engages. Et s'il y a l'occasion, il ne faut pas que les anciens nazis restent impunis. Et il faut aussi, en tant qu'Allemande, soutenir l'État d'Israël. Donc, c'était ça, j'ai commencé à agir, et puis voilà. Et quelle action? Et on va en reparler. Nathalie Zah, je ne vais pas vous demander de psychanalyser Beat et Serge Klarsfeld, j'oserais pas, et vous non plus, j'imagine. Mais ils nous ont tous les deux parlé là de leur maman. Cette force dont on sent bien qu'ils ont reçu tous les deux, est-ce que c'est ce qui peut expliquer le parcours incroyable, leur volonté comme ça de rien lâcher, ce qu'ils ont réussi à changer dans l'histoire du XXe siècle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot? Alors, moi j'ai une interprétation psychologique sur le couple Klarsfeld. Et donc, si vous permettez, je vais la donner, puis après, comme ils sont là, ils peuvent dire si c'est... Moi j'ai l'impression que, et ça rejoint aussi le thème du colloque sur les mères dans la Shoah, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pour les Juifs pendant la Shoah, ce qui s'est passé pour les Allemands sous le nazisme, pour certains, enfin pour la plupart des Juifs, et je pense pour la plupart des Allemands, c'est des choses qui peuvent pas, on ne peut pas en 1945 dire bon ça y est, c'est terminé. Donc, alors quand une mère a perdu ses enfants, évidemment que pour elle, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et c'est, je pense, les femmes dont on a parlé tout à l'heure, les mères, Madame Alain Brenner, Madame Bengui, c'est des femmes qui ont dit, non, on m'a pris mes enfants, on m'a tué mes enfants. Là, c'est l'occasion, les Klarsfeld proposent qu'on fasse le procès pour aller juger celui qui a tué mes enfants, j'y vais. Et Madame Alain Brenner et Madame Bengui, c'est ça qu'elles font. Elles disent, ok, on est là, on va participer. Ce que je veux dire, c'est que il me semble que, comment dire, la vie de ce couple absolument incroyable qui transforme son existence en une création. Enfin, ils font l'existence. Ils disent, on est après la guerre, on est avant la guerre, je veux dire, et puis on subit la guerre. Au lendemain de la guerre, c'est pas terminé. On va consacrer notre existence à réparer, parce que quand on est juif, au lendemain de la guerre. Comment on peut continuer à être juif après ce qui s'est passé? On m'a pris mon père, on m'a pris mon frère, on m'a pris ma mère, on a failli me tuer. Est-ce que je peux avoir une existence banale? Voilà, je grandis, je fais des études, je travaille, je mange, je fais l'amour, je fais des enfants. Non, je peux. Enfin, c'est comme si on disait non. Après ça, on peut pas juste continuer reprendre la vie comme s'il ne s'était rien passé. Et Beate, d'après moi, est une fille de l'Allemagne qui dit « mais il y a des nazis encore, on peut pas... » Alors c'est terminé, les Allemands ont perdu la guerre, ça y est, maintenant tout revient comme avant, enfin tout revient pas comme avant, mais enfin on passe à autre chose.
c'est comme si elle disait non, tant qu'il y a des nazis, On ne peut on pas. ne peut pas passer à autre chose. Le peuple, on ne peut pas être allemand. Comme si Serge disait, leur vie, c'est quand on est juif, après la guerre, comment on peut continuer à être juif et faire comme s'il ne s'était rien passé. Il faut réparer, il faut traiter ces affaires-là. Faut parler des morts, qu'est-ce qui leur est arrivé, il faut donner leur nom, faut juger les coupables. Et puis, Beat dit, mais quand on est allemand au lendemain de la guerre, on ne peut pas reprendre une existence ou faire une nouvelle existence comme si on n'avait pas été le peuple allemand. Et donc, j'ai l'impression qu'ensemble, ils construisent leur existence pour dire comment on fait pour sortir d'un traumatisme. On prend les choses à bras-le-corps et on va dire les choses, on va réparer. Et c'est mon interprétation de ce couple absolument incroyable. Béate, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Vous êtes d'accord? Serge, vous êtes d'accord aussi? Oh, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les circonstances aussi. Dans ta rencontre. Il y a les circonstances, il y a la volonté, c'est évident. En 65, je suis allé à Auschwitz parce qu'on allait avoir un enfant et je voulais garder le contact avec mon père. Donc je suis allé à Auschwitz. Bon, à Auschwitz, c'est là que j'ai décidé d'agir. Mais parce que à Auschwitz, j'ai eu quand même la révélation que j'étais un juif exceptionnel dans la mesure où j'avais vu la résurrection d'Israël et où j'avais vu aussi la solution finale. Et j'étais dans un placard dans la solution finale. Si l'Allemand avait touché le fond du placard, bah, je serais mort à Auschwitz alors. Donc, ma première action, c'était avant Beat, ou en même temps que Beat, c'est justement les circonstances. C'était d'être volontaire, d'aller en Israël en 67. Ouais. Mais d'y aller le premier jour et d'y aller à mes frais, et pas en attendant qu'on m'envoie un avion à Paris. Bon. Et Beat, elle est allée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour justement améliorer les rapports entre la jeunesse française et la jeunesse allemande. Et quand elle a dit la vérité, tout simplement, c'est mal pour l'Allemagne d'avoir un chancelier nazi, on l'a mise à la porte. Ouais. Et c'est arrivé en même temps. Je suis parti en 67 en Israël, et Beat a été mise à la porte en 67 de l'Office franco-allemand. Donc ça s'est passé vraiment en même temps. Et il y a eu une synergie entre Beat et moi. On n'était pas politique du tout. Et on a eu une très grande force parce que justement on n'était pas politisé et qu'on est intervenu très radicalement dans l'action. C'est ce qu'il fallait, dans l'action. Je me rappelle d'un ancien déporté que j'avais interviewé et qui était dans un des ghettos, dans le ghetto de Varsovie, et qui essayait de résister dans le ghetto et à qui j'avais posé la question sur la peur. Et il me disait, dans l'action, on n'a pas peur. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous, est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie, c'est la peur de ne pas réussir, voilà. La peur de ne pas réussir. Donc vous n'avez jamais eu peur? Non. En principe, je me rappelle encore quand je faisais de la campagne dans 69, parce que Kiesinger voulait se représenter pour le poste de chancelier. Donc on avait créé un groupe de jeunes, partout ils parlaient, on arrivait, Kiesinger nazi démissionne. Donc il y avait un qui avait une voiture de sport. Alors, d'un endroit à l'autre, il prenait la voiture, il faisait à 5, écoute, si tu n'arrêtes pas, je descends de la voiture. Donc là, j'avais vraiment peur. Vous avez eu plus peur dans la voiture qu'en giflant Kissinger et en étant arrêté après. Voilà. Et vous, Serge? Si vous n'avez pas eu peur pour vous à un moment donné, est-ce que vous aviez peur pour Beat quand vous étiez à un endroit et qu'elle partait comme ça dans d'autres pays? Non, c'était le succès de l'action qui comptait. On avait des enfants, on était à Paris, les enfants pouvaient être tués, effectivement,
quand on reçoit un colis piégé et que si un enfant l'ouvre, bon, c'est lui qui meurt, ou même si je l'avais ouvert et qu'il y avait les enfants dans la pièce. Mais on n'a jamais eu véritablement peur, non. Tant qu'il y a eu l'action, on n'avait pas peur. C'est-à-dire, c'est la phrase. C'est un couple de résistants. Et la guerre ne s'arrête pas en 1945. Non. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que quand on fait la guerre et quand on fait de la résistance, enfin, soit on a peur et on reste caché, planqué et terrorisé, soit on agit. On fait de la résistance. Et quand on fait de la résistance, quand on est combattant, soit on est combattant, soit on a peur. Voilà, donc on a un couple de résistants, de combattants, qui considèrent qu'en 1945, ce n'est pas terminé. Et du point de vue, on va dire, alors là, psychologique, je regarde mon collègue Simon, c'est vrai que on peut dire que pour les Juifs, la guerre ne s'arrête pas en 1945. Elle compte pour les mamans qui ont perdu des enfants, pour les mamans qui ont dû se séparer de leurs enfants pendant la guerre, et les mamans qui ont été mises en danger avec leurs enfants. Les choses ne s'arrêtent pas en 1945 parce que les nazis ont perdu la guerre. Elles peuvent continuer des dizaines d'années après. Je voudrais peut-être terminer mon propos en évoquant une situation qui a été la situation d'une mère qui était dramatique. C'était une femme, une juive polonaise qui habitait dans le 19e et qui était partie faire les courses. Qui parlait à peine le français, et au moment où elle était partie faire des courses, ses 4 enfants ont été arrêtés dans l'immeuble. Et au lendemain, et cette femme a survécu. Les petits, évidemment, ont été déportés, n'en sont pas revenus. Et les orphelins, enfin les enfants survivants que je connais, par ailleurs, qui étaient des enfants de résistants, me racontaient que c'était après la guerre. Elle allait au métro, c'était Place des Fêtes, le métro Place des Fêtes, et elle disait en yiddish, elle passait sa journée là, parce qu'elle savait que ses enfants, elle pensait que ses enfants allaient revenir et qu'il fallait absolument pas qu'elle les loupe. Au moment où ils reviendraient par le métro, c'était la station de métro de son habitation, et donc elle passait ces journées-là. On lui disait, mais écoute, madame, alors je ne dirai pas son nom, mais rentrez chez vous, non, c'est pas la peine. Et en fait, elle était un peu comme la mère de Georgie, sauf que... J'ai publié l'an dernier les lettres de 2 garçons qui avaient 17 et 18 ans et qui ont été déportés, les Gaizinski, et nous promenons nos chiens sur l'esplanade des Invalides, et ils vivaient juste sur l'esplanade des Invalides, rue Faber, et la mère allait au métro la Tour Maubourg les attendre après la guerre. C'est ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce que nous disons, c'est qu'on a en face de nous un couple exceptionnel qui a compris qui a compris les problèmes psy, en fait. C'est-à-dire que nous, les psys, on voit bien que la guerre ne s'arrête pas en 1945, il faut continuer à aider, à travailler, à comprendre comment on fait le deuil de ces enfants assassinés par les nazis. Et votre travail, me semble-t-il, nous aide, au fond, à mettre des noms sur ces enfants morts, sur comment ils sont morts, sur essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, et vous continuez votre combat comme pendant la guerre, les résistants faisaient leur combat. On va évoquer justement, puisque Nathalie en parlait, cette somme, le mémorial des enfants juifs déportés de France. Et je voulais juste relire quelque chose que vous disiez dans la préface, Serge. Vous dites, à mes yeux, aux yeux de beaucoup, le crime contre l'humanité est avant tout celui commis contre les innocents, ceux qui ne nuisent à personne, et prioritairement les enfants. Malgré les sollicitations des éditeurs, je n'ai jamais écrit d'ouvrage sur les bourreaux, ni sur Barbie, ni sur Lischka, ni sur Bousquet. En revanche, j'ai écrit sur les victimes et surtout sur les enfants, ceux de la rafle du Veldiv, ceux d'Isieux, ceux de l'UGIF, et ma main a tracé au long de ces 20 dernières années le nom de chaque enfant déporté de France. C'est important aussi de le dire, Serge Klarsfeld, et de ne jamais écrire sur les bourreaux, mais toujours parler des victimes. J'écris sur les bourreaux quand mais pas même. Des livres particuliers, c'est ce que vous vouliez dire. Il faut écrire sur les bourreaux, mais je ne publie pas jamais de livres
qui s'intitulerait Barbie ou Mengele, ou etc. Non, parce que c'est leur faire trop d'honneur et... Il y en a des livres, là. Oui, il y en a des livres, vous avez raison, Béat. Hélas. D'autres le font, hein. Ouais, Hélas, hélas. oui. Ce serait une mauvaise action de notre part, ce serait une mauvaise action. Donc, on ne le fait pas, mais on met en lumière dans les ouvrages historiques le rôle de ceux qui ont agi du côté du mal, voilà, tout simplement. Cette somme incroyable, ce mémorial des enfants juifs déportés de France. Béat, vous pouvez nous dire en quelques mots comment se sont passées les recherches sur des années et comment ce livre a pu paraître. Il a été remis, réédité, je crois, plusieurs fois. Non, mais on a cherché les photos, enfin, aussi avec nos amis, les fils et filles déportés. Enfin, on a mis des annonces partout, même pour les 44 enfants Lisieux. Je me rappelle, on a commencé à trouver déjà pour le procès, on avait besoin des parties civiles, mais on a fait des annonces un peu partout, oui, donc c'est ça qu'on a pu obtenir. Et là aussi, oui, depuis combien de temps on essaie de trouver en donnant des annonces un peu partout dans le monde entier, oui. Donc on a pu trouver, aujourd'hui on a plus que 5000 photos, vous voyez. Donc c'était quand même un travail extraordinaire, mais parce que aussi nos actions ont finalement fait vivre les Juifs qui ont perdu les enfants. On a reçu tellement de documents, tellement de photos, parce qu'ils savaient chez nous c'est une bonne place et on va les publier. Et c'est Serge qui a commencé à faire le mémorial des enfants juifs déportés de France. Hein. Ce travail colossal, vous avez évoqué plusieurs fois depuis le début de cette émission, Serge Klarsfeld, les fils et filles déportés de France. C'est un travail aussi que vous avez fait en commun, tous ces ouvrages-là, avec cette association particulière que vous avez créée. C'est pas une association particulière, hein, c'est une association catégorielle. Ce sont les orphelins de la Shoah. Et il y en avait quand même... plus de 25 000 à peu près, donc et le noyau, c'est quelques dizaines de personnes qui ont manifesté avec nous, qui ont tout le temps manifesté avec nous depuis 1980 à peu près, 1979, qui ont manifesté avec nous et qui ont fait un travail, par exemple, de recherche des photos. C'est quelques personnes, mais ces quelques personnes exprimaient une volonté collective. Les autres nous appuyaient avec leur cotisation, avec leur participation à des manifestations, mais le véritable travail s'est fait avec quelques dizaines de personnes. Je suis en train d'ailleurs de faire le mémorial des militants des fils et filles, puisque la plupart sont morts, et que je voudrais qu'ils laissent une trace, et donc je suis en train de faire leur mémorial, mais le mémorial des enfants, c'est 2 très gros volumes, ça c'est un seul volume, mais il y a 2 très gros volumes, encore beaucoup plus gros, qui sont là d'ailleurs. On en fait aussi en anglais. Et nous avons retrouvé sur 11 400 enfants, nous avons retrouvé à peu près aujourd'hui, je dirais 5 700 photos de ces enfants. Voilà. Les photos et leur histoire, leur nom, leur prénom, leur âge, leur parcours, les convois. Et il suffit de lire parfois 2 lignes, Nathalie Zajde, pour s'imaginer, même sans pouvoir s'imaginer ce que cela a pu être. Si on ouvre la page 397, on voit un départ pour le camp de Pithiviers, le wagon 1, et on voit que dans ce wagon-là, il y avait 49 enfants et pas un seul adulte. Alors, c'est effectivement ce dont on va aussi parler au colloque sur les mères dans la Shoah, c'est-à-dire différentes situations de déportation des enfants, d'évoquer ce qu'ont vécu les mères, comment elles ont réagi. Et puis aussi, nous allons parler de ces femmes qui ont perdu des enfants, qui ont survécu à leurs enfants,
Il y a eu des femmes déportées avec les enfants et les enfants sont morts et elles sont revenues de déportation sans les enfants. C'est des cas assez exceptionnels, mais c'est des cas qui existent. Et puis aussi ces femmes qui ont perdu les enfants et qui ont refait des enfants après la guerre. Et nous allons évoquer, nous allons comprendre ces mamans au travers de ce que leurs enfants, soit des enfants qui étaient cachés pendant la guerre, soit les enfants nés après, nous ont dit dans les réunions d'enfants de déportés. Il y a certaines mamans qui ont été autant, marquées, traumatisées par la perte des enfants que quand elles ont eu un enfant après la guerre, des fois 2 autres enfants, s'attendaient, ça peut paraître étrange, mais c'est un vécu subjectif et psychologique assez courant en fait, s'attendaient à ce que leur nouvelle grossesse et leur nouvel accouchement fassent revenir cet enfant qui était mort dans la Shoah. Et évidemment, l'enfant qui arrive n'est pas... C'est pas un enfant de remplacement. Ce n'est pas celui qui est parti. Et donc, on va aussi aborder cette question psychologique assez particulière, singulière, de ces enfants qui sont nés après, ces enfants dont on a dit qu'ils étaient des enfants de remplacement, ces enfants qui essayent d'être ceux qui vont redonner vie à leurs parents après la guerre et qui souvent disent que ça a été extrêmement difficile. Oui. Serge, moi, je voudrais aborder un problème encore plus large. C'est le problème des mères en 1942. En 1942, il y a 24 000 hommes qui ont été déportés, 18 000 femmes. Sur les 24 000 hommes qui ont été déportés, 11 000 ont été sélectionnés pour le travail. Et chez les femmes, sur les 18 000, 6 000 ont été sélectionnés pour le travail. Et sur les 24 000 hommes qui sont partis et les 11 000 qui ont été sélectionnés, il y a eu 12 210 survivants. Et sur les 18 000 femmes qui sont parties et les 6 000 qui ont été sélectionnées, il y a eu 39 femmes survivantes. Et je voudrais montrer que, parce que les chiffres le montrent, et l'analyse historique aussi le montre, c'est que les femmes ont été déportées, les mères ont été déportées avant les enfants, 3 semaines avant les enfants. Et elles espéraient que les enfants, qui étaient presque tous français, allaient rester en France. Et les mères ont appris, les mères qui ont été sélectionnées ont appris 3 semaines après leur arrivée que les enfants étaient arrivés et qu'on les avait tous tués. Et donc, elles n'ont pas survécu. Et je voudrais montrer que l'instinct maternel a été plus fort que l'instinct de survie. Et d'autre part, que sur les 1210 survivants hommes, il y avait au moins une bonne centaine qui étaient des pères de famille, qui savaient que leurs enfants ont péri et qui, eux, ont survécu. Et je voulais dire que l'instinct maternel était beaucoup plus fort que l'instinct paternel. C'est quand même 2 conclusions aussi qui sont à tirer de cette tragédie immense. C'est la force de... Parce qu'en 1944, par exemple, la situation est différente. Plus de femmes ont survécu en 1944 qu'en 1943, parce que beaucoup de femmes avaient mis leurs enfants à l'abri. Oui. Donc elles se sentaient plus... Donc elles se sentaient beaucoup plus en situation... enfin, il faut bien analyser sûr. beaucoup plus finement encore, mais en tout cas, c'est, je crois, deux
deux conclusions qui sont intéressantes, pas seulement par rapport à la tragédie, mais par rapport à d'autres tragédies, c'est que l'instinct maternel est plus fort que l'instinct paternel, voilà, et que l'instinct de survie. Beat et Serge Klarsfeld avec Simon Pintel et Nathalie Zach, ça fait plus d'1 heure que nous sommes ensemble et j'ai encore des milliers de questions. On va essayer de les résumer encore pendant une petite quinzaine de minutes. J'essaye toujours de me dire, et je l'espère, qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont voir cette émission et écouter cette émission sur RCJ. Je voudrais que en quelques mots, en quelques minutes, le temps que vous voulez, vous nous racontiez aussi ces tracts que vous avez fait, ces tracts contre les anciens nazis. On a parlé un petit peu tout à l'heure de Klaus Barbie, mais les moments aussi où vous étiez avec Simon Wiesenthal et tous ces nazis que vous avez été chercher les uns après les autres dans différents pays. Qui veut raconter un peu? Beat, Serge? Vous savez, on s'est attaqué à très peu de criminels. Nous avons essayé essentiellement de régler le contentieux qui découlait de la Seconde Guerre mondiale et qui opposait la France et l'Allemagne. C'était le dernier obstacle à la réconciliation franco-allemande, c'était le fait que les criminels nazis allemands qui avaient été actifs en France ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et ne pouvaient pas être extradés en France. Et donc ils vivaient normalement en Allemagne. Voilà. Donc on a essayé de régler ce problème et miraculeusement, je peux dire, on a fini par le régler avec le procès de Cologne des dirigeants à l'échelle nationale de la solution finale en France, Lischka, Hagen et Heinrichson. On a retrouvé d'autres criminels, mais on s'est attaqué à quelques criminels qui étaient des criminels qui avaient agi d'une façon générale, comme Mengele, Rauf, Brunner. Mais on n'a pas fait une action générale. Et on s'est attaqué aussi aux complices français à un niveau élevé. Et on a réussi à obtenir quand même le procès de Maurice Papon, et puis les grandes affaires qui ont été les affaires Bousquet et Leguet de crimes contre l'humanité, et l'affaire Touvier aussi, le procès Touvier. Donc c'est pas mal quand même. Mais notre spécificité, c'est qu'on est toujours allé sur le terrain, en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. On est allé sur le terrain et c'était pour Beat surtout, qui a été la plus active sur le terrain, c'était quelque chose de, bien entendu, de périlleux, de difficile, mais il fallait le faire, quoi. Il fallait le faire et donc c'était à elle de le faire. Nous, on l'a fait ensemble, mais c'était elle qui allait sur le terrain. Comment vous travaillez justement sur le terrain, Beat, comme dit Serge? Parce que c'était pas vous n'avez pas fait d'études pour ça, c'était pas votre métier, vous n'étiez pas policière, vous n'étiez pas détective privé. Comment vous avez commencé à travailler? Comment vous retrouviez comme ça? Retrouver, c'était facile. La plupart des criminels, des nazis qui étaient... le premier parlement allemand avait 123 membres du parti nazi. Donc en Allemagne, après la guerre, on voulait oublier, etc. Ils ont tous presque réhabilités. Et en plus, la société allemande, je dis, mes parents pleuraient parce qu'on avait perdu la guerre, donc ils ne s'occupaient pas des victimes, c'est ça. Donc les nazis étaient revenus un peu partout, c'est ça. Comme l'affaire Kiesinger qui si peu de temps. Mais donc, pour nous, c'était important de les trouver. Bon, ils avaient tous leur propre nom, ils ne se cachaient pas. Donc, Lischka, Hagen, Heinz, on trouvait très facilement, vous voyez. Donc, c'était après à nous de les faire juger. On n'avait pas besoin de retrouver Waldheim. Oui, il fallait simplement savoir que Waldheim était, disons, suspecté d'être bon pour pouvoir mener campagne
contre lui, de même pour Kissinger. Mais ça demandait aussi des dossiers, du travail. Comment dire, quand on commence sans rien, par exemple, dans l'affaire Kissinger, Kissinger n'était pas un criminel, il était un propagandiste hitlérien. La radio. C'est pas la même chose. Donc, il fallait avoir un dossier. Pour avoir un dossier, il fallait où chercher les documents. Il fallait les chercher en Amérique, il fallait les chercher à l'Est, en République démocratique allemande. Donc, il fallait aller à l'Est, et puis il fallait avoir disons, un certain talent diplomatique pour dire au comité central allemand, communiste, leur dire moi je reviens d'Israël, j'ai été volontaire en Israël, mais nous sommes donc nous avons des points de vue différents, mais nous avons un ennemi commun, etc. Convaincre pour avoir des documents, sinon si vous n'avez pas un dossier, vous pouvez pas accuser quelqu'un sans dossier, donc il faut constituer un dossier. Donc, ce sont des choses très compliquées. Mais repérer les criminels n'était pas difficile. Barbie, il fallait faire du bruit. Beate a fait à Munich, quand elle y est allée, avec Madame Benguigui, elles ont fait la grève de la faim. Il y avait des photos. Nous avons apporté les photos de Barbie. Les journalistes allemands ont pris et publié les photos de Barbie. Un Allemand qui n'était pas juif d'ailleurs et qui vivait au Pérou a écrit au procureur général en disant « Je voudrais entrer en rapport avec Beate Klarsfeld ». Parce que mon voisin, qui s'est installé, qui vient de Bolivie, qui s'est installé à côté de chez moi, eh bien, il ressemble beaucoup à la photo de Klaus Barbie. Bon, c'est une question de chance. Incroyable. Mais si on n'avait pas apporté les photos, si on n'avait pas, etc., fait ce qu'il fallait pour que les journalistes publient les photos, on aurait... La photo ne serait pas arrivée au Pérou. Voilà, donc... Et à une époque, pour que les jeunes comprennent bien... Chaque histoire est... Le chef de la Gestapo de Paris, par exemple, il s'appelait Heinrich Hielers. Était chef de la Gestapo de Paris en 1943, et en 1944, c'est lui qui faisait partir les convois de résistants. Et les convois de résistants. Il a fait partir 2 convois sans eau. Il y a eu 700 morts dans les convois. C'était un capitaine SS. Nous l'avons retrouvé tout simplement parce qu'on avait son nom. Les services spéciaux français ne l'ont jamais retrouvé. Il a eu un non-lieu pour défaut d'identification. Et nous, on l'a retrouvé parce qu'on a pris un annuaire des magistrats et on l'a retrouvé président de la Chambre des affaires sociales, du tribunal des affaires sociales du land de Basse-Saxe. Et donc, on a envoyé une de nos filles au père là où il habitait. On lui a d'abord téléphoné et on lui a dit il paraît que vous étiez à Paris. C'est Béat qui lui a téléphoné. Il paraît que vous étiez à Paris dans les services officiels. Est-ce que Monsieur Lischka, qui était chef de la Gestapo, on peut dire, à l'échelle nationale, vous vous souvenez qu'il était chef de la Gestapo? Il a dit peut-être. Et il dit le docteur Hillers, il s'appelait Hillers, docteur Hillers. Il était chef de la Gestapo de Paris. Et il a dit, il a eu un cri, et j'ai jamais entendu un cri au téléphone aussi sincère.
unmöglich, impossible. Mm. Mais nous, on avait les papiers, c'était son nom. Donc, les documents signés par lui, etc. On lui a envoyé la fille au père qui est arrivée parce qu'il fallait une photo. Alors, elle lui a dit que son jardin, il était en train de cultiver ses roses. Elle lui a dit, votre jardin est très beau, je peux prendre une photo du jardin. Elle lui a pris une photo. La photo était dans le Spiegel la semaine d'après. Il a été démis immédiatement de ses fonctions, etc. Tout ça, c'est à la fois compliqué, mais comment dire, toutes les recherches avaient été arrêtées, donc ces criminels se sentaient dans l'impunité totale. Oui, ils se sentaient... Et comme on recherchait les criminels les plus importants, et que les criminels les plus importants étaient des gens intelligents qui avaient fait des études supérieures, on les retrouvait avocats, magistrats, hommes d'affaires. Et Ehlers, qui était le chef de la Gestapo en Belgique, Ehlers, qui était magistrat, Ernst Ehlers en Belgique. Oui, Voilà. Ou même, on a retrouvé par exemple un certain Rudolf Greifel devait être nommé président de l'Institut franco-allemand de physique à Grenoble, je crois. C'est à Grenoble où c'est un poste extrêmement important. Et nous avons retrouvé sa signature au bas de papier extrêmement antisémite pendant la guerre à Paris, disant je demande à la Gestapo d'interdire aux Juifs d'aller dans les boîtes de nuit parce que je suis allé dans une boîte de nuit, il y avait beaucoup de Juifs. Bon, il a été démis, ça a été annulé. C'est pareil, par exemple, pour Achenbach, un diplomate nommé par le gouvernement allemand commissaire à Bruxelles. Nous avons montré qu'il était le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne à Paris et qu'il était impliqué dans l'action anti-juive en France. Et donc, comment accepter que ce soit un commissaire Bon. Et la Belgique aussi. Donc, il n'y a pas une traque. On n'était pas là, si vous voulez, on avait décidé qu'on ne tuerait pas les criminels. Oui. Alors, à partir du moment où on ne tuait pas les criminels, c'était très difficile de les faire juger. Mais si on les tuait, c'était nous les méchants, c'était nous les assassins. Mais Serge, tu m'avais raconté une fois que tu étais quand même allé. Il y en avait un, c'est Lischke ou lequel? Tu es allé avec un revolver dans ça la... c'est Polischka. C'était Lischka quand même. Tu t'es dit que si tu n'y arrivais pas... Pour montrer aux dirigeants allemands, à la justice allemande, que s'ils ne faisaient pas ce qui était normal de faire, ça se terminerait par une tragédie. Et donc il fallait être crédible. C'est ça. Donc le pistolet, c'était pour être crédible, Serge. Vous ne l'auriez pas utilisé? Bof. Non. À l'époque, non. Pas encore. Si on avait échoué dans l'action légale, je dirais, d'obtenir les procès, peut-être, on ne sait pas, je ne peux pas dire. Je ne connais pas ma propre psychologie. Donc, on avait deux psys là. Mais c'est difficile. Mais vous avez réussi dans l'action légale. Ça aurait été difficile d'encaisser un échec en ce qui concerne les criminels allemands. En vivant en Allemagne, ça aurait été difficile d'accepter un échec. Je comprends. Ça fait plus d'1h15 que nous sommes ensemble. Je voulais juste qu'on termine, Beat, Serge Klarsfeld, Simon Pintel et Nathalie Zajde, sur la transmission aujourd'hui de la Shoah.
les derniers témoins s'en vont peu à peu. Il y a la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est présidée d'ailleurs maintenant par Pierre-François Weil. Il y a les prix, les différents prix, le prix Annie et Charles Corin, fait par notre maison, le Fonds social juif unifié. Il y a toutes ces initiatives. Et néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on a cette peur, cette angoisse, quand il n'y aura plus de témoins, quand certains continueront de remettre en cause la Shoah. Est-ce que pour vous, c'est une angoisse, ou est-ce que vous vous dites, avec tout ce qui a été fait, notamment par vous et par d'autres, maintenant les preuves sont là, les faits sont là, l'histoire est là, les témoignages sont là? Non, moi je pas. C'est normal que tout le monde disparaisse. Les chauffeurs de taxi russes ont disparu, les poilus de 14 ont disparu, et les survivants de la Shoah, y compris moi-même, jusqu'à 120 ans. On disparaîtra tous. Non, je ne suis pas inquiet du tout sur la mémoire de la Shoah, dans la mesure où il y a des très grands centres. Partout. Il y a Yad Vashem, il ne faut pas les citer. Dans tous les pays, il y a un centre. En Allemagne aussi, au centre de Berlin, les stèles de l'Holocauste. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet sur la mémoire et sur l'histoire et sur le bilan. Et puis les documentaires, c'est Arte un peu partout, on le voit tout le temps, ce sont des émissions historiques. Donc, on ne sait pas ce qui se passera au point de vue politique. C'est ça. Oui. Imaginez que la Chine prenne le pouvoir dans le monde entier, un régime totalitaire. La Shoah n'a pas beaucoup d'intérêt pour les Chinois, ils n'étaient pas mêlés là-dedans. Donc, et l'extrême droite aussi, parce qu'ils essaient de minimiser. L'extrême droite, il y en a. En Allemagne, quand même, le parti là, ils se moquent un peu de l'Holocauste, c'est ça. Mais l'une des phrases que Nathalie Zage vient de me souligner, Simon Pintel vient de me souligner, et vous avez entièrement raison, c'est une des phrases que vous avez dites, Serge Klarsfeld: « Jamais Barbie n'a souffert et ne souffrira ce que ces mères d'Isieux continueront à endurer jusqu'au dernier souffle. » On a parlé de ce colloque qui aura lieu donc le 15 octobre en la maison d'Isieux, les mères dans la Shoah. Nathalie, d'ailleurs, juste un petit mot, tout le monde peut s'inscrire? Ah oui, il faut que tout le monde s'inscrive. Non, tout le monde peut s'inscrire. Donc, on s'inscrit à la Maison d'Isieux. Donc, on regarde sur le site et on appelle la Maison d'Isieux. Il y a pas mal de places. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour y aller. Parce que la Maison d'Isieux est quand même... ça dépend où les gens vivent, mais il faut s'organiser pour y arriver. Mais tout le monde peut s'inscrire. C'est très peu cher. Vraiment, c'est quelques euros. Et ça va être passionnant. Il va y avoir c'est une journée entière, le dimanche, dans ce beau lieu. Il y aura évidemment les Klarsfeld, il y aura d'autres grands noms de l'étude de la Shoah et de la psychologie, et aussi des juristes et des historiens. On pourra assister au colloque en ligne et on pourra également assister au colloque en ligne. Donc on peut s'inscrire en présentiel, on peut s'inscrire en ligne. Ça va être un grand moment, et puis on va avoir la joie de monter à Isieux avec Béate et Serge, et on va passer un petit week-end intéressant, passionnant, émouvant, et on va évoquer toutes ces femmes, toutes ces mamans, ces différents destins de mamans pendant la Shoah. Ce sera le 15 octobre à la Maison d'Isieux. Dernière question pour vous, Béate et Serge Klarsfeld. Si je devais vous demander ce qui a été le plus marquant ou le plus important dans votre vie, ce que vous voudriez que l'histoire retienne de vous, ce serait quoi? Je crois de moi, finalement, c'est la gifle que j'ai donnée au chancelier Kurt-Kiesinger, parce que c'était d'abord symbolique, c'était la jeune Allemande qui giflait son père. Et puis aussi, j'ai réussi avec cela, j'ai mobilisé, je me suis engagée pour Willy Brandt, et j'ai réussi avec tous nos amis en Allemagne qui ne pouvaient pas, j'ai fait la campagne contre lui, comme je disais, il voulait se représenter à nouveau, il n'a pas pu, il a perdu de peu de voix. Donc c'est quand même quelque chose où, je dis, la société politique allemande a changé aussi. Grâce à vous. Donc c'est quand même quelque chose, pas seulement avec tous les autres ensemble, c'était quelque chose qui reste d'ailleurs, voilà. Quand je suis arrivée comme fille au père à Paris, je ne pensais pas que ça m'arrivera un jour. Donc décorée, être vraiment reconnue. Même en Allemagne, nous avons reçu le Bundesverdienstkreuz.
Serge Klarsfeld, qu'est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous? C'était au fond, le procès de Cologne. Le procès de Cologne était le plus important parce qu'il mettait en jeu la France et l'Allemagne. Et donc, pour Beate, c'était l'affaire Kiesinger et pour moi, c'était le procès de Cologne. Le procès de Cologne. Et une dernière question, une dernière réflexion peut-être plus personnelle. Je suis sûre que Nathalie et Simon, qui sommes en face de vous comme moi, ont eu la même réflexion. C'est incroyable quand Serge parle, la manière dont Beate vous le regardez. Et inversement, quand Beate parle, l'admiration qu'il y a à chaque fois dans vos yeux. Ben oui. D'ailleurs, je vois que c'est Serge qui avait une fois cette phrase qu'il répétait souvent, on n'aura pas pu arriver à ce qu'on a fait si on n'a pas eu cette vie de famille tellement heureuse. Oui, avec les enfants, petits-enfants et puis aussi les animaux. Voilà, nos enfants. Je me souviens quand on était en Allemagne la première fois avec Arnaud, et Arnaud avait lancé, il était avec moi dans un autobus et il avait lancé une peau de banane par terre. Et alors tout l'autobus avait protesté contre l'éducation qu'on donnait à notre fils. Et nos enfants ont été tous les deux avocats. Arnaud est conseiller d'État. Et donc, malgré tout ce qu'on a fait, on a réussi à bien élever nos enfants. Vous voyez, finalement, Nathalie sera le mot de la fin. Donc, au-delà de tout, ce sont des parents juifs. Et puis, on a élevé encore des générations de chiens et de chats. Nathalie? Oui, non, c'est un couple, c'est un vrai couple. C'est le modèle, on va dire le modèle idéal de parents, c'est-à-dire des gens qui mènent un combat, qui sont dans une cohérence et une authenticité et qui suivent le destin qu'ils doivent avoir. Et pour les enfants, c'est le meilleur, c'est la meilleure éducation possible, c'est les meilleurs parents possibles. C'est-à-dire, tu regardes tes parents et tu vois que tes parents sont complètement cohérents et heureux avec ce qu'ils font et qui te transmettent aussi l'envie et l'ambition et la joie de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est le modèle parental absolu. Donc, c'est des combattants. Avoir des parents combattants, ça soigne les enfants. Mais avec moi, en Allemagne, il menait des campagnes contre Kiesinger. Avec moi, il jetait des tomates quand il y avait une manifestation. Et aujourd'hui, c'est notre conseiller, Arnaud. Hein. C'était lui qui oui, on a Arnaud qui nous règle tous nos problèmes. Et alors, par rapport à la gifle, il faut conclure. Je comprends que Beate dise que c'est ce qu'elle retient, parce que Beate, elle n'a jamais tapé personne. C'est un gars qui ne peut pas frapper. Enfin, Serge non plus, d'ailleurs, c'est pas des gens. Et alors là, quand même, elle a donné une gifle. Surtout, c'était aussi les articles et les photos étaient dans le monde entier, oui, c'est ça. C'est vrai. Il n'y a plus un an de prison sans... tu n'as jamais tapé tes enfants, tu n'as jamais réussi à taper un enfant. Tu ne sais pas faire ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle est quand même... Elle a donné une gifle. Elle a sûrement... C'était une gifle à tous les nazis en même temps, clairement. Quand on reçoit des historiens sur cette antenne, sur RCJ, évidemment que votre nom est toujours évoqué, Beate et Serge Klarsfeld, et j'ai l'habitude de leur dire que jamais on ne pourra vous remercier pour ce que vous avez fait et que jamais on ne saura exactement tout ce que vous avez fait et se rendre compte dans le monde entier de votre travail. Donc je le redis avec vous aujourd'hui. Mais c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Ben oui, parce qu'ils ont dit que non, l'émission est terminée. Mais leur travail, bien sûr que le travail n'est pas terminé. Le travail n'est jamais terminé. Exactement. Leur travail est jamais terminé. Vous travaillez toujours autant qu'avant, Beate et Serge Klarsfeld? Ah oui, voilà. Oui. Ça maintient en excellente santé finalement. Le fait de travailler toujours autant, ça maintient en excellente santé. Oui, c'est ça, voilà. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite pour terminer cette émission. Et merci infiniment de nous avoir accueillis ici chez vous. On aurait envie de passer des heures à regarder chaque livre et chaque morceau d'histoire et chaque combat qui a été mené dans ces murs, en fin de compte, dans cet appartement d'où tout est parti. Merci infiniment à tous les deux. Merci Simon Pintel. Rendez-vous donc avec Nathalie Zajde le 15 octobre à la Maison d'Isieux, mais on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne, sur RCJ. Merci.